Abrège frère. Hello, aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de ce nouveau phénomène qui est en train d'envahir les réseaux sociaux. Je pense que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer et à vous apprendre. Donc c'est parti pour le phénomène Abrège frère. Alors, Abrège frère, c'est un compte Instagram et un compte TikTok qui se sont lancés, en tout cas sur Instagram, le 24 janvier et qui cumulent depuis 700 000 abonnés. C'est absolument incroyable la croissance de ce compte et on va essayer d'un peu plus s'y intéresser. Donc Abrège frère, en termes de contenu, c'est ça. S'il y a bien un truc genre what the fuck, genre de ma personne. Elle n'arrive pas à rôter. Donc le concept de Abrège frère, c'est très simple. Le but, c'est de faire une vidéo qui en synthétise une autre en allant directement à la chute. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que ce concept n'est pas français, mais vient à la base des États-Unis. On n'est pas très étonné. Et c'était le compte Hey It's Yoon qui a fait ces vidéos et qui, pareil, a pété aux États-Unis. Il est suivi par plus de 1,4 million de personnes sur Instagram. Donc voici un petit exemple de Hey It's Yoon. The other day, a boy said something to me, and it has not gotten out of my head. Like, I'm going to remember this. But she never said what the boy said to her. Déjà c'est un phénomène qui est à peu près mondial et c'est intéressant de voir que de plus en plus de gens sont très sensibles à ces contenus qui viennent couper tout ce storytelling un peu merdeux pour aller directement à la chute. On pourrait se poser la question, mais ça vient d'où ce besoin de venir résumer des contenus? Pourquoi les créateurs à la base n'ont pas fait ça? Pour ça, il faut avoir une petite compréhension de quelque chose qui est arrivé en 2023, parce qu'en 2023, il y a eu le Creator Fund qui a été lancé sur TikTok, et le Creator Fund permet aux créateurs de contenu d'être rémunérés à partir du moment où une vidéo fait plus de 1 minute. Alors évidemment il y a quelques conditions pour rentrer dans ce Creator Fund, il faut avoir plus de 10 000 abonnés, un certain nombre de vues par mois et on peut accéder à cette rémunération, et la rémunération est d'ailleurs d'environ 60 centimes les 1000 vues, à savoir que pas toutes les vues sont monétisées. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a eu l'arrivée du Creator Fund, les contenus ont beaucoup changé parce qu'on s'est rendu compte que le micro-contenu de quelques secondes était moins intéressant à produire puisqu'il ne ramenait pas d'argent. Et dans une société capitaliste, je vous apprends rien si je vous dis que tout le monde veut de la thune. Donc beaucoup de créateurs se sont mis à faire des vidéos qui étaient de plus en plus longues, à venir raconter des choses de plus en plus inintéressantes finalement, pour accéder à la fameuse limite des 1 minute qui rendait leur contenu monétisé. Sauf que le problème, c'est que depuis l'arrivée donc de comptes style Hey It's Yoon ou Abrège frère, c'est que beaucoup de créateurs de contenu reçoivent en dessous de toutes leurs vidéos Abrège frère pour absolument tout type de contenu. Même mes propres réels commencent à être inondés de Abrège frère. Sauf que je suis pas certaine qu'on puisse abréger tout, mais on n'en est pas encore là. Et concernant le phénomène Abrège frère, dans un sens, je peux être assez d'accord avec lui parce que on est en ce moment, comment dire, envahi de créateurs de contenu qui savent très bien monter, très bien storyteller, très bien faire du contenu finalement, qui nous donne envie justement de consommer ce contenu. Et d'ailleurs, pour vous apprendre un petit truc marketing, pour les petites vidéos, donc les formats courts, on parle très souvent en marketing de hook en début de vidéo. Un hook, c'est l'équivalent d'un hameçon, et c'est donc une petite phrase qui va donner envie dès les premières secondes de venir regarder le contenu en entier. Pour vous donner un exemple concret, si par exemple je commençais un micro-contenu en disant je me brosse jamais les dents et je vais vous dire pourquoi, je suis certaine que ça pourrait très bien fonctionner. Et peut-être que la raison à ça, c'est parce qu'au final, en fait si je les brosse, mais c'est avec un autre truc ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, le hook est bon et donc forcément on peut s'attendre à ce qu'il y ait une meilleure visibilité au contenu. C'est problématique parce qu'en fait ça nous forme à une sorte d'apprentissage qu'on fait sans le vouloir, parce qu'il faut se rendre compte que si on est utilisateur de réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, etc., ce geste là du swipe, il devient pratiquement mécanique. Et pareil, du coup on commence à créer des attentes et surtout une manière d'interagir avec le contenu où on sait pratiquement dès les 3-4 premières secondes de contenu si le contenu va nous intéresser ou non. Ce qui fait qu'au final, de plus en plus on réduit leur contenu aux premières secondes. Donc c'est logique que les créateurs de contenu utilisent des hooks qui sont hyper impactants pour justement garder notre attention, parce qu'on poste que quelques secondes d'attention à chaque début de contenu. Mais en fait ça nous apprend juste à capter
des bons ou des mauvais hooks en début de vidéo. Le fait d'avoir un bon hameçon au début d'un contenu ne veut pas forcément dire que c'est une bonne vidéo en finalité. Mais ça, notre cerveau, on lui apprend pas ça parce qu'il interagit avec le fait d'être content de tomber sur un contenu où il se dit « Ah, ça c'est intéressant ». Et plus globalement par rapport au sujet de la création de contenu, du fait d'utiliser des hooks, etc., il y a quelque chose qui est encore plus fort pour venir créer de l'attente chez les spectateurs et donc arriver à un contenu qui va être visible et qui pourra d'ailleurs se retrouver sur Abrège Frères, c'est de faire des premières phrases, des hameçons qui sont complètement terribles et clivants. Vraiment, si vous avez envie de percer sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande, mais si vous voulez percer sur les réseaux sociaux de manière simple, immédiate et sans trop se poser de questions, il suffit de dire des choses abominables sur les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça et je pense que je peux avoir un très bon exemple pour justement le fait de venir dire des choses absolument abominables et que ça marche et que ça ait de la visibilité. C'est, on ne la présente plus, Thaïs Descuffon. Thaïs Descuffon, pour vous expliquer un petit peu si vous ne la connaissez pas, c'est une militante politique française d'extrême droite qui était la porte-parole de la génération identitaire jusqu'à la dissolution qui a été faite par le gouvernement. Thaïs Descuffon, ça a été quelqu'un qui a déjà été condamné pour injure publique justement par rapport à ce qu'elle produit sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez juste vous imaginer le type de contenu que produit Thaïs Descuffon sur les réseaux sociaux, c'est très simple, en voilà un. Des choses pareilles. Alors elle ne fait pas que des tweets, elle fait également des vidéos, des machins, des ci, des ça. Mais bon, je pense pas que la vidéo porte uniquement sur elle, mais sur le fait que le tweet qu'elle a fait là a généré 1,3 million de vues. Tout simplement parce que c'est tellement clivant, on vient même pas réfléchir aux propos du truc où c'est le but du contenu a pour but de faire réagir, mais on fait très bien réagir avec de la haine ou en disant des choses qui sont aussi terribles. Mais bref, tout ce qui est les contenus ultra haineux, et on le voit aussi sur plein de choses, enfin je veux dire Thaïs Descuffon n'a rien inventé, on a beaucoup d'hommes prêts à faire des contenus qui sont ultra misogynes, qui fonctionnent très bien là-dessus parce que... J'ai déjà battu votre femme? Oh, des petites gifles, bof. 4 fois rien. Non mais une claque, c'est pas de la violence, c'est de la virilité. L'homme il doit se montrer ferme, la femme elle a besoin d'être dominée. Mais les meufs, tout ce qu'elles veulent, c'est se faire démonter. Pour moi, pour ma part, l'homme travaille, la femme elle... Pour la société, une femme c'est d'abord un animal physique. On s'en bat les couilles des meufs. Que la haine et le fait de faire des choses qui sont très cassantes, très clivantes, où on est d'accord, pas d'accord directement, c'est vraiment une clé sur les réseaux sociaux et c'est une clé de viralisation. Et le problème c'est que le fait de créer du mauvais contenu permet justement d'accéder à une caisse de résonance qui est énorme. Et c'est là où on se dit mais c'est un peu emmerdant, non ? Revenons-en à la base des bases parce qu'au début on parlait de Abrège Frères, donc on va revenir sur Abrège Frères. Donc si on regarde un petit peu les vues qu'il a fait sur son compte depuis le 24 janvier, pratiquement toutes les vidéos ont pété à plus de 1 million de vues jusqu'à 3, 4, 5, 6 millions de vues, c'est absolument énorme. Donc on peut se poser la question de mais comment on peut arriver à autant de vues quand on s'imagine bien par exemple dans le premier exemple où le gars résume juste une nana qui n'arrive pas à rôter. Donc je me suis dit, j'essaie de comprendre un petit peu et je vais venir m'intéresser aux commentaires. Je sais qu'il y a énormément de vidéos et vous-même, je pense que vous avez la même manière d'interagir sur les réseaux sociaux avec moi. Où des fois vous voyez une vidéo et votre premier réflexe c'est d'aller dans les commentaires en disant parce que vous savez qu'il va s'y passer des choses. On peut aller sur un deuxième exemple du coup de Abrège Frères où par exemple il avait abrégé une vidéo de Isia qui est une créatrice de contenu. Bon c'est bon, je pense que vous le savez, je suis au Brésil pour 1 mois en sac à dos et je suis partie en voyage avec 2 garçons. Elle ne comprend pas les gens qui ne comprennent pas les amitiés hommes-femmes. Et en fait, on se rend compte que toute l'interaction, tout l'engagement qu'il y a eu vis-à-vis de cette vidéo ne porte même plus forcément sur le fait d'abréger, mais sur le sujet fondamental que représente la vidéo, donc l'amitié homme-femme. Et en fait, on se
on se retire d'un contexte et les gens débattent de ça sans avoir absolument aucun contexte. En fait, on en arrive à... en fait, on ne consomme plus un contenu pour son information, mais aussi pour l'espace d'expression qu'il va pouvoir nous offrir en commentaire. Et en fait, même si on va un peu plus loin, et là c'est mon côté professeur qui parle, la grande évolution qu'il y a eu dans les médias, entre les médias traditionnels, donc presse, télé, radio, affichage, cinéma, etc., versus les nouveaux médias, donc les médias sociaux, réseaux sociaux, etc., c'est que sur les réseaux sociaux, on peut être également actif. C'est-à-dire que moi, quand je suis devant ma télé et que je vois le traitement d'un sujet, etc., je peux pas prendre autant de place, ou même juste réagir de manière publique au travers de ce média traditionnel, alors que sur les réseaux sociaux, les commentaires ont autant de visibilité possible que le contenu en lui-même. Donc, le contenu de base originel, finalement les réels, les TikTok, etc., ne sont pratiquement plus qu'un support à être un sujet de commentaires où les gens sont quand même de plus en plus dans... Je pense qu'on peut quand même aborder un peu l'ambiance des commentaires en 2024 et l'évolution qu'il y a eu dans le fait qu'on puisse dire des trucs absolument horribles en commentaire et que les gens trouvent que ça c'est du contenu qui est divertissant. Il y a aussi un gros problème de responsabilité de la parole et je pense des dires sur les réseaux sociaux. Et pareil, là on arrive à une autre petite vidéo qui avait été faite, donc c'est celle-ci, toujours sur Abrèche Frères. Dans cette vidéo, je vais vous donner le secret pour ne plus prendre les choses à cœur. Il dit que ce qui compte le plus, c'est ton propre avis. Et encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que dans les commentaires, on retrouve c'est chaud quand même, 1 minute 7 pour 3 secondes, alors que c'est... Enfin, je sais pas comment dire, en fait c'est juste que je trouve qu'on en arrive à des contenus qui deviennent très cons. Enfin, si il nous suffisait juste pour ne plus prendre les choses à cœur, de savoir que notre propre avis est le plus important, et bah tout le monde irait bien, sauf qu'on sait bien que ça fonctionne pas comme ça dans la tête. Alors évidemment je vais trop loin pour juste un réel, mais fondamentalement c'est une transformation qui est en train de s'opérer sur les réseaux sociaux, sur la manière dont on raconte les choses, être toujours plus synthétique, toujours plus concis, aller forcément à l'essentiel, sans se rendre compte que bah, l'essentiel n'est pas dans la finalité mais dans le chemin qu'on fait. Et d'ailleurs ce qui est aussi intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, et je sais pas si vous l'avez vu là ces derniers temps, mais les onglets commentaires ont beaucoup changé. Les commentaires sont maintenant triés d'une manière algorithmique entre guillemets. Vous avez des commentaires pour vous, vous avez des commentaires qui vous donnent la sensation d'avoir le même avis que les autres. C'est-à-dire que les commentaires que je vois sous la vidéo de Abrèche Frères ne sont pas les mêmes que vous verrez, et ne traduisent donc que ce qui vous fait réagir vous. Le commentaire que je pense avoir le plus retenu et qui finalement montre un peu l'impact de ce genre de contenu, c'est ce commentaire qui dit au final j'ai perdu des heures à regarder les résumés de tes vidéos dont je me battais les couilles à la base. En termes de création de contenu, le business sur lequel repose Abrèche Frères il est très bon. C'est-à-dire qu'on a un super hook au début, lui qui vient directement donner la chute, paf, contenu terminé, en plus ça nous fait réagir, on peut dire hahaha trop marrant, on s'en fout, soit il y a un sujet clivant, soit en effet on a gagné 5 minutes de temps, on n'a pas vraiment gagné parce qu'on va juste regarder d'autres contenus à la place, mais je trouvais que ça résumait bien quand même l'évolution de ça. Et j'avais également envie de vous parler du fonctionnement des réseaux sociaux parce que c'est un sujet que je maîtrise plutôt bien. Donc c'est parti pour une mini explication de comment fonctionnent les réseaux sociaux. Déjà la chose numéro 1 à se dire, c'est que les réseaux sociaux utilisent un algorithme. Que les réseaux sociaux sont des entreprises qui ne sont pas bénévoles, qui ne sont pas à but non lucratif, ce sont des entreprises qui veulent se faire un max de thunes et qui fonctionnent avec un algorithme. Un algorithme c'est quoi? Un algorithme c'est un ensemble de conditions qui mènent à un résultat. Et quand je devais expliquer les algorithmes, j'avais trouvé un exemple qui était très parlant, c'était l'exemple de la recette de crêpes. En gros, un algorithme c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au quotidien de manière non informatique. Par exemple, pour faire des crêpes, factuellement on utilise un algorithme, dans le sens où pour faire des crêpes, il nous faut forcément des œufs, il nous faut forcément du lait, il nous faut forcément de la farine, il nous faut pas forcément du sel mais ça peut donner un meilleur résultat avec, etc. etc. Donc ça c'est des conditions
qui mène à un résultat. Donc on sait que si on utilise du lait, des œufs, avec un petit peu de sel, avec un petit peu de levure, machin et tout, on aura un résultat donné. Comme du coup pour les réseaux sociaux ou quand on fait de la création de contenu. On sait qu'aussi on utilise un hook au début, que ensuite les gens rentrent bien dans le sujet, hop on arrive à une vidéo qui va plutôt bien avoir de la visibilité. Donc ça il faut se le mettre en tête sur voilà un peu l'objectif d'un algorithme. Et l'objectif, donc le résultat que recherche l'algorithme lui, c'est pas de vous faire plaisir, c'est pas de vous apprendre des choses ou quoi que ce soit. L'objectif d'un algorithme et donc d'un réseau social, c'est de vous faire passer le plus de temps possible sur le réseau social. Parce que plus vous passez du temps sur le réseau social, plus il récolte de vos données, plus vous allez avoir de la publicité qui va vous être distribuée et plus ils vont gagner de l'argent. C'est vraiment gagnant-gagnant. Donc évidemment que les réseaux sociaux font en sorte de vous offrir l'expérience de contenu la plus agréable possible, la plus réactive possible, la plus divertissante possible. Et c'est là où on rentre dans le côté un petit peu technique, mais je vais très bien vous l'expliquer. Chaque réseau social va venir analyser la manière dont vous consommez du contenu. C'est vrai qu'il y a un mythe sur les réseaux sociaux que je trouve très chouette, c'est le mythe de ouais, il y a pas longtemps j'ai parlé d'une tante et depuis j'ai plein de pubs pour Quechua, c'est un truc de malade, c'est sûr que mon téléphone il m'écoute machin et tout. Sauf que je pense que beaucoup ne prennent pas le raisonnement de la bonne manière. Le raisonnement à avoir c'est comment j'en suis venue à vouloir aller dans une tente ou partir en camping ou faire un road trip etc. Il faut se rendre compte que pour maturer un besoin ou une envie, ça passe par des stades. Peut-être que vous avez vu plus de vidéos sur des road trips et que vous avez passé plus longtemps dessus. Peut-être que quand il y a eu une présentation de tente, il y a 4 jours, vous avez passé 1 minute 20 à regarder la vidéo. Et c'est comme ça qu'on arrive à définir en fait votre comportement. Et il faut se rendre compte, les réseaux sociaux sont truffés d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand vous regardez un contenu sur n'importe quel réseau social, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des sous-titres. Ces sous-titres sont créés de manière automatique via intelligence artificielle. Donc c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont au courant d'absolument tous les mots, tous les sujets qui sont traités à l'oral, à quel moment du coup vous arrêtez sur cette vidéo, à quel moment vous allez ouvrir les commentaires. On peut tout observer. Donc on n'a pas besoin de vous écouter, il suffit juste de voir le comportement que vous avez sur votre téléphone et c'est bon. On peut vous faire les pubs les plus ciblées. Il y a eu des études folles qui ont été faites par rapport à ça. Je pense que c'est à partir de 2 likes, on vous connaît mieux, le réseau social vous connaît mieux que votre collègue. À partir de 10 likes, les réseaux sociaux vous connaissent mieux que votre famille. À partir de 100 likes, les réseaux sociaux vous connaissent mieux que votre propre conjoint. C'est très intéressant. Mais c'est très vrai. Bref, juste pour terminer mon petit pont sur l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui est très important à dire et qu'il faut comprendre, sur lequel je peux faire un petit point, c'est que l'entreprise qui possède TikTok, c'est l'entreprise ByteDance. ByteDance est une entreprise qui est spécialisée en deep learning. Donc le deep learning, il y a l'intelligence artificielle, donc on dit quoi faire à une machine. Ensuite il y a le machine learning. Le machine learning, c'est toujours de l'intelligence artificielle mais plus poussée. C'est-à-dire qu'on donne des grandes lignes à l'intelligence artificielle sur ce dont, comment il doit interagir. Et ensuite il y a le deep learning. Le deep learning, c'est le futur mais déjà maintenant. C'est-à-dire que le deep learning, c'est une intelligence artificielle qui n'a pas besoin d'être programmée et qui va savoir d'elle-même analyser les bons résultats. Donc c'est-à-dire que, par exemple, quand on vient parler d'un nouveau sujet sur les réseaux sociaux qui commence à avoir une résonance nationale ou même mondiale, c'est l'intelligence artificielle elle-même de TikTok qui commence à avoir une nouvelle récurrence qui est en train de se créer sur des mots qui sont dits dans des vidéos. On va aussi analyser le fait que ces vidéos-là sont plus regardées, qu'il y a plus d'interactions et c'est comme ça qu'il y a des nouvelles mises en avant qui sont faites. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, il faut vraiment vous dire que TikTok, c'est pas une personne qui est derrière, c'est une machine qui est derrière et que cette machine a un objectif, collecter un maximum de données en vous proposant toujours du contenu qui est plus adapté à vous-même. C'est effrayant, mais c'est vrai, il faut le savoir. C'est passionnant. Enfin bref, je pense que ce qui peut être intéressant pour un peu clôturer ce sujet du Abrèche Frères, c'était cet article qui était sorti et surtout cette étude qui est sortie en 2017 par Microsoft qui parlait d'une alerte à la panne d'intelligence. Pour reprendre le début, selon une étude de Microsoft, la capacité de concentration de l'homme moyen a chuté de manière considérable. De 12 secondes en 2000, la capacité d'attention avant d'être distrait s'est réduite à seulement 8 secondes. Une chute vertigineuse qui classe notre espèce derrière le poisson rouge. Les nouvelles technologies sont-elles synonymes à ce point de progrès ?
on n'en est pas sûr. Voilà, moi tout ça, ça me fait évidemment beaucoup réfléchir, réagir. Et ce qui fait très peur maintenant, c'est qu'on attache de plus en plus d'importance à la forme, on en attache au fond. Et je pense qu'il peut y avoir un... Je pense que ça peut pas que créer des bonnes choses. Donc le verdict de tout ça, c'est en effet, on abrège, on va à l'essentiel, mais pas trop. Parce que des fois c'est très intéressant de savoir pourquoi les gens pensent ces choses-là, afin de soit se construire dessus ou se déconstruire. Mais on n'est pas fait pour suivre des règles ou juste des mots ou juste des phrases. On est censé comprendre les choses, comprendre pourquoi on est d'accord ou comprendre pourquoi on l'est pas. Et c'est là où est toute l'importance de se renseigner, faire des recherches, passer du temps à lire, etc. Enfin, on devient tous accros à nos téléphones. Je me sens la première sensible à ça et j'ai vraiment l'impression de au quotidien de me battre contre mon téléphone et le fait de consommer du contenu et d'être juste divertie sans jamais rien apprendre. J'ai pas de solution concrète à tout ce phénomène, mais en tout cas j'ai un regard dessus où je me dis que c'est pas forcément une bonne chose. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu et intéressé. J'adore expliquer des choses, j'adore faire des présentations et c'était tout ce que j'aimais quand j'étais prof. Et là j'ai pas de copie à corriger à la fin, donc ça me va très bien. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'autres formats de ce style, si vous avez des retours à faire dessus sur la manière dont c'est monté, etc. Je suis très preneuse de vos retours.